machines qui seront installées et personne d'autre. Et mieux, vous aurez des voies de recours pour contester. Cheikh Oumar Gueye a aussi profité de sa rencontre avec les acteurs du transport pour les informer des projets de l'État dans le secteur. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Interrogé sur la fraude qui existe dans la délivrance des permis de conduire, le directeur des transports terrestres reconnaît et fait savoir que près de 2 millions de faux permis circulent dans le pays. Et pour faire face à cela, Cheikh Oumar Gueye annonce la numérisation du permis de conduire. Il est au micro de Babacar Diouf. Aujourd'hui, si on s'amuse à faire l'exercice de recensement des automobilistes ou bien des conducteurs qui ont le permis, on verra plus de 3 millions de permis certainement dans le réseau. Ce qui veut dire qu'il y a en tout cas près de 2 millions de faux permis qui circulent et qui créent vraiment beaucoup de dangers, beaucoup de problèmes de sécurité publique, donc des problèmes d'insécurité routière. C'est pourquoi nous allons numériser et sécuriser les titres de transport, donc en introduisant la biométrie avec des cartes à puce. Ça nous permettra d'avoir un guichet unique virtuel. Donc la révolution de l'administration des transports va passer par ce projet-là. Donc ce sont ces projets-là et même les conditions d'examen du permis, comme le président l'a dit, éviter au maximum le contact humain lors de l'examen du code. Ça se doter d'une application audiovisuelle qui nous permettrait effectivement d'éviter le contact humain. Le candidat se met devant une machine et choisit sa langue. Aléatoirement, les sujets sortent. Les sujets sortent et la machine lui pose des questions. S'il est admis, la machine lui dira ou pas. Donc il n'y aura pas de contact humain. Et ça, tous les instruments sont déjà prêts de ce point de vue. Rassemblement des populations de Mereto dans le Koupentoum, c'était ce matin. Ces populations sont en colère parce qu'à Mereto, il n'y a pas d'électricité, pas de route bitumée. Le collège de la localité est en abri provisoire depuis 8 ans et il n'y a pas d'ambulance pour évacuer les malades vers les structures sanitaires. La baisse du coût de l'électricité, il faut encore patienter si l'on se fie aux propos du directeur général de Sénélec. En attendant, les Sénégalais vont continuer à payer cher l'électricité tout en estimant qu'il est temps de baisser le coût du courant. Des usagers demandent par ailleurs à Sénélec de faire plus de social. Reportage sur Nana Tambaye. D'un consommateur à un autre, le discours ne change pas. L'essentiel de nos revenus sert à payer l'électricité. La dame, une mère de famille, vit de petits boulots pour subvenir à ses besoins. D'autres personnes avec la même condition ou qui vivent avec plus de revenus estiment que l'électricité est cher payée au Sénégal. Baïdi, marchand de chaussures et de vêtements, explique. Chez moi au village, il faut dire quand même que les factures sont très salées. Nous sommes même pas 30 personnes dans la maison. Nous n'avons qu'un seul téléviseur, un réfrigérateur et des lampes. Nous payons à peu près 100 000 francs CFA. C'est énorme. Et c'est le petit consommateur qui souffre le plus de la cherté de l'électricité. Il y a des sociétés qui doivent beaucoup d'argent à la Sénélec et on les laisse tranquilles. Même avec un jour d'arriéré, on arrête l'alimentation. La Sénélec doit faire plus dans le social. Faire du social commence par réduire le prix de l'électricité. C'est vraiment le moment. La vie est très chère au Sénégal, alors il ne faut pas que l'électricité nous achève. Sur cela au moins, tout le monde s'entend. Sokhna Natambaye, élection du nouveau président du Conseil national de la jeunesse. C'était cette nuit et c'est Khadim Diop de Thiès qui est passé devant son adversaire de Fatick, Ibra Diokop Ndiaye. Khadim Diop a obtenu 52 voix contre 32. 12h10, vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité politique. Les libéraux de Bignona réagissent après la décision de Mamadou Lamine Keïta de travailler avec Macky Sall. Ils lui demandent de restituer tous ses mandats électifs, celui de maire et celui de député, parce que tous acquis au nom du PDS. En outre, les responsables du Parti démocratique sénégalais minimisent cette défection de Mamadou Lamine Keïta. Retrouvons à Ziguinchor Lamine Ba.
Les responsables du Parti démocratique sénégalais de Bignona ont tenu à réagir à la main tendue de Mamadou Lamine Keïta au président Sall, et c'est pour dire ceci. Ce comportement de M. Mamadou Lamine Keïta ne nous a pas surpris. Il a été toujours un traître, il a toujours eu ce comportement de traître. Le docteur Ibrahima Tito Tamba, membre du comité directeur du PDS, secrétaire national chargé de la solidarité du parti, qui s'est exprimé en leur nom, minimise et parle de non-événement. Il explique qu'aucun responsable du PDS des 19 communes du département de Bignona ne l'a suivi dans sa nouvelle direction. Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les responsables des 19 communes du département de Bignona n'ont pas bougé. Malgré les tentatives de corruption, et nous comptons ensemble continuer à cheminer pour l'entrée du Parti démocratique sénégalais. Les responsables libéraux de Bignona demandent à Mamadou Lamine Keïta de restituer les mandats électifs qu'il a acquis grâce au Parti démocratique sénégalais. Mamadou Lamine Keïta est député grâce au Parti démocratique sénégalais. S'il lui reste un petit degré d'honnêteté, il n'a qu'à rendre le mandat du Parti démocratique sénégalais. C'est une exigence de notre part. Mais nous allons plus loin. Nous qui sommes au niveau du département de Bignona, nous avons élu M. Mamadou Lamine Keïta en tant que maire de la commune. Aujourd'hui, il a tourné le dos au Parti démocratique sénégalais. Nous l'invitons à démissionner de son mandat de maire de la commune. On ne peut plus reconnaître M. Mamadou Lamine Keïta comme étant le maire de la commune de Bignona. Il y a 2 jours, Mamadou Lamine Keïta tenait un meeting à Bignona pour lancer un mouvement dans l'optique, dit-il, d'accompagner le chef de l'État pour des succès à l'occasion des échéances électorales à venir. Lamine Ziguinchor, Radio Futur Média. Débat sur l'augmentation du nombre de députés. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'est pas contre une telle idée. Pape Diop soutient que c'est bien d'attribuer des postes de députés à la diaspora. En tournée dans le Saloum, le patron de Bokk Gis Gis s'est également prononcé sur la Gambie. Il estime qu'extirper Yaya Jammeh du pouvoir sans heurts ne devrait pas poser problème. Ibrahima Jammeh, correspondance. Contrairement à certains membres de l'opposition, le président de Bokk Gis Gis, Pape Diop, n'est pas contre l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. L'ancien président de l'Assemblée nationale, justement, confie qu'il n'y voit aucun inconvénient si ces 10 postes sont destinés aux Sénégalais de l'extérieur. Mais vous savez, je crois que ça, je n'ai pas tellement de commentaires à faire parce que c'est comme c'est destiné aux députés de l'extérieur dans la mesure où ces Sénégalais aussi font partie des Sénégalais et à ce titre-là, ils doivent être représentés au niveau... Pape Diop est bien d'accord avec l'augmentation du nombre de députés? Oui, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Franchement, je n'ai pas de problème. Sur la situation en Gambie, le président de Bokk Gis Gis, qui dit être outré par le comportement de Yaya Jammeh, ne croit pas à une guerre probable. De son point de vue d'ailleurs, la communauté internationale ne peut pas manquer de stratégie pour exfiltrer Yaya Jammeh. Je pense qu'on ne va pas, comme certains le prédisent, vers une guerre. Prendre Yaya Jammeh, c'est 2 fois rien du tout. Ah oui, mais vous avez vu les Américains prendre Ben Laden qui était 1000 fois plus gardé que... mais c'est une perte de temps. Il n'a qu'à donner le pouvoir et partir. Le président de Bokk Gis Gis, qui poursuit ses tournées à l'intérieur du pays dans le cadre de la préparation des législatives, a été chaleureusement accueilli par les populations du village de Mbagniop dans la commune de Ndiébel. Le président de Bokk Gis Gis a d'ailleurs pris l'engagement d'octroyer des bourses aux étudiants de la localité, mais également de les intégrer dans les logements des étudiants militants de Bokk Gis Gis à Dakar. Ibrahima Jammeh, Mbagniop, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Fête de fin d'année, période de fête, occasion donc également pour les filles de multiplier les conquêtes amoureuses. Objectif, passer une fête digne d'une princesse. Sauf qu'avec la conjoncture, ce phénomène plus connu sous le nom de Mbaran ne marche plus comme avant. Un sujet de Miguel Maramdiaye. Fin d'année, moment de bonheur pour les femmes, de souffrance pour les hommes. Souffrance parce qu'ils casquent fort pour un petit sourire de la petite amie. C'est la période des filles. Elles multiplient les copains pour avoir beaucoup d'argent. Elles vont acheter des greffages et autres. En posant cet acte, l'homme pense qu'il est le seul et unique maître à bord. Alors qu'à côté, avoue cette dame, teint clair, yeux bridés, d'autres, avec la même ambition, ont fait pareil, ou plus même. À chaque mbaraneuse, son modus operandi. Cette fille, croisée dans les rues de la Médina, se dévoile. Parmi les prétendants, je regarde celui que je porte le plus dans mon cœur. Pour les autres, il faut accepter la défaite. Tout ce qui est important aux yeux de la fille, c'est de passer une fête digne d'une princesse. Et l'homme n'y gagne rien du tout.
sinon la déception. Vous demandez ça aux personnes qui le font. Oui. Mais tu as eu des échos quand même. Elles seront sûrement obligées de mentir à certains de leurs prétendants, si je peux les appeler ainsi. Elles doivent faire le choix. C'est à elles de voir. Mais cette activité devient de plus en plus difficile avec la vie dure, reconnaît cette fille. Le mbaran ne marche plus parce que les hommes n'ont plus rien et ne font plus rien gratuitement. Pour certaines, tous les moyens sont bons afin de passer une excellente fête, la fête de rêve, une rude concurrence entre amis. D'autres crient haut et fort qu'elles ne comptent sur aucun garçon pour vivre une vie décente. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Georges Déthié-Diop, bonjour. Rebonjour Antoine. Le Burkina Faso, Zida rayé de l'armée pour désertion. C'est le président roch Marc Christian Kaboré qui l'a annoncé. Le président burkinabé a déclaré que l'ex-premier ministre sera rayé des forces armées nationales pour désertion en temps de paix. Selon lui, le général Zida n'est pas rentré de son exil volontaire au Canada en septembre 2011. Roch Marc Christian Kaboré, également ministre de la Défense, avait ordonné des poursuites contre Zida pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. Nigeria, le chef de Boko Haram dément toute déroute de la secte islamiste. Abubakar Shekau s'est exprimé dans une vidéo diffusée hier jeudi. Dans le document, il conteste les affirmations du gouvernement nigérian. Affirmations selon lesquelles le groupe djihadiste a été chassé de la forêt de Sambisa, un des derniers bastions de Boko Haram dans le nord-est du pays. Il n'en est rien selon Abubakar Shekau, entouré de ses combattants cagoulés. République démocratique du Congo, tous à l'écoute des évêques. La signature d'un accord est attendue aujourd'hui. Les évêques de la conférence épiscopale qui ont initié le dialogue national ont rencontré cette nuit le président Joseph Kabila, le rassemblement de l'opposition, la majorité également. Les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Les évêques avaient donné rendez-vous à 10h et depuis ce matin, des femmes manifestent devant le centre interdiocésain. Elles exigent un accord en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Pas d'accord, pas de sortie des dialoguistes, accord inclusif, gage de la paix ». Au Cameroun, Antoine, pour terminer, des évêques ont plaidé pour un retour au fédéralisme des évêques des régions anglophones. Ils veulent que la présidence du pays soit alternée entre anglophones et francophones. Ils ont adressé un mémorandum au président Paul Biya. Georges Déthié-Diop, merci pour cette page internationale. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Antoine. On repart de cette liste des 23 joueurs devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui. Au Gabon donc, en 2016. En 2017 plutôt. 2017. Oui, en 2017 Antoine, avec la liste des 23 joueurs retenus par Aliou Cissé, la sélectionneur national. Il s'agit de 3 gardiens, Pape Seydou Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, de 6 défenseurs, Karambouj, Khalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Zarko Touré, Saliou Ciss et Cheikh Mbeng qui fait son retour en sélection. Au milieu de terrain, nous avons Chekou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Ndoye, Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet, Pape Kouli Diop et Mohamed Djamé. En attaque, Mambiram Diouf, Ismaël Sarr, Diao Baldé Keita, Moussa Konaté, Moussa Sow et Famara Diédhiou. Aliou Cissé pense qu'avec cette liste de 23 jours, il a la possibilité de jouer avec des schémas tactiques différents tout au long de la CAN pour aller loin. Aliou Cissé que nous écoutons au micro de Miki Maram Ndiaye et de Solothiam. Je pense que nous pourrons faire quelque chose de très bien. Maintenant, des joueurs, des postes où il y a plus de concurrence, c'est le poste du milieu de terrain, effectivement. On a beaucoup de milieux et en réalité, les qualités des uns et des autres n'est pas si différent que ça. Donc ils se valent à peu près un peu tous. Nous sommes capables d'évoluer sur plusieurs systèmes en amenant d'autres joueurs différents au fur et à mesure des matchs. Donc que ce soit en 4-3-3, que ce soit en 4-2-3-1, que ce soit en 4-4-2, je sais qu'il y a une possibilité d'aligner une formation différente, il y a une possibilité de changer ce milieu-là. De changer donc avec ces joueurs de combinaison pour faire face à ses adversaires. L'équipe nationale du Sénégal entre en regroupement le 1er janvier à Dakar. Ils vont recevoir les Lions du Sénégal, le drapeau national, le 4 janvier des mains du président de la République avant de s'envoler le 5 pour Brazzaville où ils vont établir leur camp d'entraînement. À noter également, Antoine, que la
la Fédération sénégalaise de football a décidé d'installer la Maison du Sénégal donc au Gabon, avec la possibilité d'amener des supporters du Casa Sport qui vont faire le déplacement pour la première fois en compagnie du 12e Gaïndé pour pousser les Lions à la victoire. Mais que faut-il retenir de cette liste d'Aliou Cissé? Nous avons posé la question à Abdoulaye Diaw. Je ne m'attendais pas à une surprise. La surprise, c'est peut-être, parce que je dis, à ce niveau, il y a toujours quelque chose d'imprévu. C'est certainement le retour de Henri Cévé, qui courait des risques de manquer de rythme. Il n'a pas beaucoup joué avec Saint-Etienne. Bon, mais c'est un professionnel. Mais il y a surtout que le retour de Pape Kouli m'a vraiment fait plaisir. Parce que Pape Kouli, dans l'entrejeu de l'équipe du Sénégal, c'est un plus. Sinon, le groupe a commencé, comme on dit, à prendre forme dès l'entame des qualifications. Quand vous faites, disons, un tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations, engrangeant le maximum de points, gagnant tous vos matchs, alors le groupe est en place. Tant et si bien que je vous ai écouté tout à l'heure en direct dans la conférence de plaisir, mieux, Aliou Cissé, l'entraîneur, me confortait dans certaines de mes convictions. On ne change pas une monture qui gagne, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a peut-être des moments où il faut échanger avec les joueurs. Et je disais à quelqu'un, l'intermède Joseph Lamtey est peut-être un mal pour du bien. Il nous a déplumés, mais vous savez, souvent quand les plumes abondantes est beaucoup plus solide. Et voilà, on tend vers un équilibre parfait. Bon vent, nos prières les accompagnent, nous avons tout entendu. Voilà, nous sommes avec eux et de tout cœur avec eux. Félicitations à Abdoulaye Diaw, élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Il le mérite bien. Il mérite beaucoup plus, Antoine. N'est-ce pas? Nous allons parler le football toujours avec maintenant le choc de cette 9e journée pour ce vendredi à Ziguinchor. Une très belle affiche qui va opposer l'équipe du Casa Sport au Jaraaf de Dakar. Un classico selon Malik Daf. Il est l'entraîneur du Jaraaf de Dakar. C'est un classico que tout le monde attend. On sait que jouer à Ziguinchor n'est jamais facile. Le Casa reste toujours une grande équipe, mais je pense que le Jaraaf aussi a une très bonne équipe. Je pense que les spectateurs vont assister à un très bon match et ils vont se régaler. On va jouer comme on a l'habitude de jouer. C'est un match de football, ça dure 90 minutes. On sait que l'adversaire est redoutable celui à domicile, mais je pense qu'on a les moyens de les contrer et de gagner. Parce que le Casa reste une grande équipe, mais une équipe joueuse qui joue bien au ballon. Le Jaraaf aussi reste une grande équipe, je pense. Ce qui est important, c'est de rester concentré de la première à la 95e minute, de rester dans nos corps, de ne pas faire des erreurs, de rester solide en défense, ensuite d'être efficace en attaque, parce que je pense que tous les matchs que nous avons joués, nous avons créé énormément d'occasions, mais malheureusement on en rate beaucoup. En tout cas, nous on sera prêts pour aborder ce match sereinement, Inch'Allah. Oui, on a travaillé devant le but et depuis que je suis là, chaque semaine, après chaque séance d'entraînement, on finit toujours le travail devant le but, on le fait chaque fois. Peut-être, parfois ça ne marche pas, mais parfois ça marche. Mais c'est comme ça le football. Ce qui est important, c'est de ne pas lâcher, de continuer à travailler, de rester persévérant. Et ce qu'on est en train de faire, nous l'avons même fait encore aujourd'hui. Et je pense que ça finira par payer, Inch'Allah. Antoine, les autres rencontres pour finir cette page d'espoir à 15h30 au stade Demba Diop, AS Douane contre Union Sportive de Ouakam, 17h30 US Gorée, champion du Sénégal en titre contre la Linguère de Saint-Louis. À Louga, le Ndiambour joue contre Génération Foot. À Amadou Barry de Guédiawaye, le GFC reçoit Mbour Petite Côte. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Crise en Gambie, Mankeur Ndiaye durcit le ton, fait observer en première page Sud Quotidien. À compter du 18 janvier prochain, affirme le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Diamé ne sera plus président. Pour enquête, Dakar accentue la pression à quelques jours de la date fatidique, même s'il y a des négociations pour une loi d'amnistie en faveur du dictateur. La force de la CEDEAO a obtenu le feu vert pour intervenir, notifie d'ailleurs le témoin qui souligne que l'ONU, l'UE et la CEDEAO vont financer l'effort de guerre communautaire. À en croire le confrère qui cite afriquetribune.fr, l'organisation sous-régionale semble décider à déposer le dictateur par la force s'il le faut, ce pour faciliter l'investiture du président nouvellement élu Adama Barrow. Une intervention qui devrait être menée par la force de réserve ESF, bras armé de la communauté ouest-africaine, mais dont la stratégie, l'effectif et la date n'ont toujours pas été communiqués. Rien ne transparaît aussi sur la réaction de Yaya Jammeh et surtout
de son armée qui pourrait être tenté de défendre le territoire national. C'est qu'aux yeux de sucré-salé du quotidien, Yaya Jammeh cherche à avoir à jamais des garanties pour se la couler douce à Kanilaï. Mais attention aux fantômes des cadavres dans les placards. Selon le confrère, il risque de lui hanter le sommeil. Ces nus, même s'il obtient le vote d'une loi d'amnistie, seront à coup sûr noirs après 2 décennies de règne sans partage. C'est le crépuscule d'un dictateur, s'exclame le confrère. Nous restons avec Manka Ndiaye pour parler d'un tout autre dossier, les relations Sénégal-Israël. Le clash total, note l'observateur, tant mieux si Netanyahou a annulé ma visite, affirme Manka Ndiaye. Je n'étais pas demandeur en tout cas. Le programme de coopération avec Israël n'est pas d'ailleurs dense. Manka sans diplomatie, titre sans attendre le quotidien qui constate par ailleurs que Manka Ndiaye n'a pas fait dans la langue de bois dans l'affaire Yavuz Selim. Le mouvement Gülen est une organisation terroriste en Turquie. Marif va assurer la gestion des écoles. Mais la direction de Yavuz Selim, constate toujours le journal, propose une commission d'enquête indépendante. Politique, Khalifa Sall tombe le masque, sauf cataclysme, estime Vox Populi. Le maire de Dakar devrait briguer le suffrage de ses compatriotes à la présidentielle 2019 en pleine pré-campagne pour les législatives dans le nord du pays. Khalifa Sall s'engage à rendre à toutes les couches vulnérables leur dignité. Le Parti socialiste affirme Khalifa Sall aura son propre candidat qui sera soutenu par une coalition de partis, de forces paysannes et syndicales. On peut compter sur moi que l'héritage de Senghor continue de prospérer. Nous irons aux législatives avec tous les responsables du parti qui ont envie de faire prospérer l'idéologie et les valeurs socialistes. Politique toujours, ce coup de projecteur sur ces parricides, ces coups de couteau dans le dos de Wade. Ils ont été nombreux à s'autoproclamer bouclier du pape des Sopi durant son règne. Une fois que le navire a sombré, on ne compte plus ces rejetons qui ont trahi le père. Mamadou Lamine Keïta et la longue liste des fils parricides à lire dans la tribune de ce matin. Et puis, les 45 ans atteints dans quelques semaines, fini pour Tyson, s'exclame en une le confrère. Tyson, c'est une carrière moitié vide, moitié remplie. Il a perdu ses 5 derniers combats. Sa dernière victoire remonte à mai 2004, rappelle le confrère. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci. Dans quelques instants, la rétrospective Politica. 2016, une année très politique. D'ailleurs, c'est la palissade que de le dire. Beaucoup de faits ont marqué cette année finissante. La sempiternelle guéguerre entre l'opposition et le pouvoir, la problématique du dialogue, la polémique Petro-Tim née des contrats pétroliers et gaziers, la libération de Karim Wade, la réforme de la Constitution, entre autres. Georges Déthié Diop jette un coup d'œil dans le rétroviseur. 7 à 5, 5 et 7. Des chiffres, un mandat. Scénario très polémique, début 2016. Les langues se sont déliées lorsque le chef de l'État a saisi pour avis le Conseil constitutionnel sur la réforme constitutionnelle. Et comme pour préparer l'opinion, le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre conseiller juridique du chef de l'État, déclare: c'est un avis judiciaire. Les avis rendus par le Conseil constitutionnel lient le président de la République. En termes clairs, si le Conseil constitutionnel dit on n'est pas d'accord pour la rétroactivité, le président est obligé de faire 7 ans, c'est ça? Mais il est obligé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel, quel qu'il soit. Le débat prend alors son envol sur la question de la réduction ou non du mandat présidentiel. Tous à l'écoute des 5 juges du Conseil constitutionnel. Le 16 février, le Sénégal n'a d'oreille que pour Macky Sall. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes. Coup de théâtre ou déclaration attendue, plus question de réduire le mandat en cours. Le Conseil constitutionnel considère que le mandat en cours, au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, dont la durée préalablement fixée dans le temps est par essence intangible et hors de portée de la loi nouvelle. Vague de commentaires. Wahouahet pour les uns, attitude républicaine pour les autres. La date du référendum est connue. La majorité bat campagne pour le oui. Des coalitions mises en place pour un rejet des 15 points de la réforme. Gortia Wardia, Nyani Bagna.
Le 20 mars, jour de vérité, jour de référendum. Le oui l'emporte avec 62% des suffrages, taux de participation 38,5%. Que d'interprétation. Je constate une défaite stratégique et éthique du président et de son camp. Aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont montré à la classe politique que malgré ce qui se dit et malgré ce qui se fait, nous adhérons aux réformes qui nous ont été proposées. L'opposition et le pouvoir se crêpent le chignon. En mai, Idrissa Seck propose la mise sur pied d'un Conseil suprême de la République. L'idée ne trouve nullement l'assentiment du pouvoir. Les deux camps, l'opposition et le pouvoir, se regardent en chien de faïence. Mai 2016 consacre une décrispation. Coup d'envoi du dialogue national le 28 mai. Au-delà de nos différences et de nos divergences, nous avons en commun le Sénégal. La quasi-totalité de l'opposition est au palais. Idrissa Seck est absent. Ça ne change rien. Le chef de l'État tient ses concertations nationales. La compétition démocratique pour l'accès au pouvoir n'est pas incompatible avec la concertation entre les forces vives de la nation sur les questions majeures de la vie de notre cher Sénégal. Macky décrète alors le 28 mai, journée nationale du dialogue. Au lancement du dialogue, le PDS était représenté par Oumar Sarr, son coordinateur. Combien de militants du Parti démocratique sénégalais ont été jetés en prison? Moi-même, on m'a interdit pendant longtemps d'aller à l'étranger. L'ambiance est pour autant conviviale. J'ai dû prendre une pirogue pour pouvoir aller en Mauritanie et revenir au Sénégal. Interdit d'aller. Qui m'a interdit, c'est... La justice, non? Pas la justice. Ah, mais la justice, c'est le procureur. Je peux prendre quand même une pirogue où je sais nager. Des soupçons pèsent sur les dessous de la rencontre. Rapprochement supposé entre Macky Sall et ses anciens frères libéraux. Un commerce pour la libération de Karim Wade. En juin, le chef de l'État sur RFI évoque la possibilité d'une libération de Karim Wade. Je pense que, oui, il ne faut pas désespérer que cela puisse avoir lieu. Ce qui fut fait plutôt que prévu. Au beau milieu de la nuit du 23 au 24 juin, Karim Wade est libéré au bénéfice d'une grâce présidentielle. Karim Wade, Qatar Laiden. Retour à l'aéroport de Dakar avec nous, Ousmane Gueye qui est en direct. Ousmane Gueye, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? Oui, Alassane Samba Diop, on nous confirme donc ici Karim Wade a quitté l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à bord d'un jet privé pour le Qatar à précisément 2 heures passées de 45 minutes. L'élargissement de l'ancien ministre d'État fait grand bruit. Malgré les explications du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, Idrissa Seck soutient bec et ongle qu'il s'agit d'un deal. L'exercice de cette magnanimité souveraine ne procède nullement d'une démarche singulière ou exceptionnelle. Elle est au contraire inscrite dans la continuité d'une action républicaine. La libération de Karim Wade est le résultat d'un deal international. Ce que je trouve scandaleux, c'est que le président de la République, Macky Sall, ait voulu couvrir un tel deal à travers un prétendu dialogue national. 2016, c'est aussi un autre deal supposé. Le pétrole pollue et encore l'atmosphère politique. L'affaire des contrats pétroliers. L'opposition et des membres de la société civile multiplient les sorties sur la concession des champs pétroliers et gaziers à Petrotim, dont le représentant est Alioune Sall, le frère du chef de l'État. Le gouvernement poussé à bout, c'est le Premier ministre qui sort de sa réserve. Une déclaration, des explications sous un air de menace. Désormais, quiconque diffusera de fausses nouvelles s'exposera à la rigueur de la loi, je veux dire la loi pénale. Et c'est sans convaincre les pourfendeurs du régime. L'opposition le fait savoir lors d'une manifestation dispersée le 14 octobre. Nous ne pouvons pas accepter le bâillonnement de notre démocratie. Nous allons nous battre. C'est pourquoi ils ont mis en face de nous des forces de l'ordre qui veulent nous bâtonner, qui veulent même nous tuer. Mais même mort, nous allons continuer à défendre ce pays-là parce que ce pays-là, c'est le nôtre et nous allons le protéger. Manko Watou Sénégal a donc décidé de croiser le fer avec le pouvoir. Ousmane Sonko aussi, l'inspecteur des impôts et leader du parti PASTEF, très en vue cette année, est radié de la fonction publique le 29 août par décret présidentiel. Son tort, manquement à l'obligation des discrétions professionnelles. La décision est attaquée devant la Cour suprême. 2016, Abdoul Mbaye retourne sa veste. Premier ministre de Macky Sall hier, son farouche opposant aujourd'hui. En mai, Abdoul Mbaye crée un parti politique. Notre formation politique, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, l'ACT. Un État qui ne cherche pas à faire taire par tous les moyens les voix discordantes. Un État qui ne crée pas
les conditions inacceptables d'abus de pouvoir par l'exécutif. Modou Diagne Fada rompt aussi les amarres avec le Parti démocratique sénégalais. LDR Yessal est mis sur les fonds baptismaux le 7 mai. Au moment où nous créons notre parti, nous sommes dans l'opposition. Jusqu'à ce que les Sénégalais nous donnent une majorité aux élections législatives pour imposer la cohabitation au président Macky Sall. Le divorce est acté. Fada rend le groupe parlementaire des libéraux et démocrates au PDS. Aïda Mbodj est désormais présidente le 14 octobre. Une élection en cette année finissante, l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales le 4 septembre. Ousmane Tanor Dieng est nommé président. Il est installé le 31 octobre. Cette nouvelle institution qui, en plus d'enrichir le dispositif institutionnel de notre pays, vient irriguer davantage notre système démocratique. En effet, le Haut Conseil des collectivités territoriales constitue un laboratoire où sera expérimentée la démocratie locale au niveau d'une assemblée où tous les ordres de collectivités sont représentés. 2 scrutins en 2016, scrutin référendaire, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. 2016, le processus électoral au cœur des débats. Le fichier électoral, la refonte partielle, autant de sujets au centre d'une rencontre entre le chef de l'État et la coalition Manko Wattu Sénégal, aujourd'hui minée par une division. La rencontre s'est déroulée le 1er décembre au Palais de la République. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a pris le relais en attendant de voir ce que ça va donner en 2017. Il faut dire que le dialogue politique a été un véritable problème pour les acteurs de la vie politique sénégalaise. L'opposition et le pouvoir sont plus que jamais divisés sur des questions d'intérêt national. Même si le chef de l'État a réussi à recevoir la majeure partie des leaders de l'opposition au Palais de la République, les divergences demeurent. Binta Diallo signe le dossier. Le dialogue, pour moi, est une option de gouvernance. Et c'est ce qui explique la trajectoire de la concertation que j'ai instaurée depuis 2012. Un dialogue politique que le président Macky Sall n'a cessé d'appeler depuis son accession au pouvoir en 2012. De Bujumbura à Dakar, en passant par des cérémonies de funérailles, de Tabaski ou de Korité, un appel qui jusqu'en 2015 n'a trouvé écho favorable chez son opposition. Idrissa Seck, le patron du parti Réumi, fait partie de ceux qui n'ont jamais adhéré à cet appel du président de la République, morceau choisi. Le dialogue ne devait pas se faire, comme ce fut le cas pour le référendum, dans la précipitation et sous la pression. Et il ne devait pas se faire sous l'emprise de la passion, des manœuvres ou des calculs politiciens. Mais le coup du dialogue national dans lequel était inclus le dialogue politique avait réussi. Le 28 mai 2016, l'opposition se rend au Palais de la République, mais pas dans son écrasante majorité. Le dialogue politique a bien du mal à prospérer au Sénégal. Les raisons sont simples, selon Ousmane Badiane, du pôle de la majorité présidentielle. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue sincère. C'est que c'est la chose électorale qui est comme ça. L'élection, par définition, c'est une compétition. Compétition entre des acteurs qui veulent la même chose. Puisque les acteurs veulent la même chose, chacun veut avoir ce que l'autre cherche. C'est normal qu'il ne se fasse pas confiance au début. Mais du fait qu'ils sont unis par la chose électorale, qui par définition est consensuelle, ces acteurs sont obligés de se parler. 8 mois après le lancement du dialogue politique, les choses ne semblent pas s'accélérer. L'opposition regroupée au sein de la coalition Wattu Sénégal est divisée sur la question, ce qui laisse la place à un dialogue de sourds. Les acteurs ne se font pas confiance et pour Momar Seyni Ndiaye, analyste politique et communicant, il faut que les règles démocratiques soient respectées de part et d'autre avant tout. Il y a de manière épisodique des rencontres comme celle que le président a tenue dernièrement avec Manko, mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, je pense que pour qu'on ait un véritable dialogue politique pour pacifier, créer les conditions d'une paix apaisée, d'un climat social, politique normal et apaisé pour les élections, ça me paraît difficile. Il faudrait tout simplement qu'on en vienne aux normes démocratiques, qu'on accepte que l'opposition manifeste, que cette opposition aussi ne tienne pas de discours haineux et qu'ils arrêtent quand même de poursuivre le président partout où il va dans le monde pour le dénoncer. Moi, ça ne me paraît pas être également une attitude très responsable. 2016 s'en va sur un goût d'inachevé et à l'orée des élections législatives de 2017, pouvoir et opposition ne s'entendent toujours pas sur ce qui les diverge le plus, le processus électoral.
2016 a, comme qui dirait, consacré le baptême du feu dans certains profils de leaders de l'opposition et Ousmane Sonko de PASTEF, les patriotes, sort du lot. L'inspecteur des impôts et domaines radié de la fonction publique a fait feu de tout bois. Un jeune loup aux dents longues. Le portrait d'Ousmane Sonko, Ousmane Gueye. Ousmane Sonko perd son statut de fonctionnaire et garde ses droits à pension. Ousmane Sonko, téméraire ou simplement courageux. En tout cas, le parcours de l'enfant insoumis de la République interroge. Mais les positions du leader de PASTEF ne sont pas nées avec le régime de Macky Sall. En 2001, il défie son prédécesseur Abdoulaye Wade en créant le syndicat autonome des agents des impôts et domaines. Cette tête brûlée, comme il se fait appeler, s'était déjà signalé à l'UGB, d'où il sort en 1999 avec une maîtrise en droit public, mais qui commence à Thiès où il voit le jour en 1974. Issu de parents fonctionnaires, le jeune Ousmane a fait plusieurs localités, Ndjoum, Bambey, Sébikotane entre autres, avant de se poser à Ziguinchor. C'est là au lycée d'Ignabo où il obtient son bac littéraire. Après 4 ans à Sanar, Sidi Badji, un autre surnom, est reçu major à l'ENAM. Il choisit les impôts et domaines pour leur transversalité. C'est à la sortie de l'école qu'il rencontre sa future première épouse en mars 2002, plus précisément à l'UCAD. Un mois plus tard, il demande sa main avant de rejoindre son premier poste au centre des services fiscaux de Rufisque. Marié aujourd'hui à 2 femmes, père de 5 garçons et d'une fille, Ousmane Sonko est réputé pour sa sensibilité dans le domaine du social. L'on raconte qu'à la maison, enfant, il demandait à ce qu'il y ait un bol spécial pour les talibés à chaque repas. N'empêche, il était très turbulent en classe, ce qu'il nous confie souriant au téléphone. Côté foi, selon des proches, l'homme à la barbe est très attaché à sa religion. Lui-même rapporte qu'il s'est beaucoup activé pour la construction de la mosquée de l'UGB. Inspecteur des impôts et domaines, le gouvernement se sépare de lui le 29 août 2016 par un coup de grâce décrété par le chef de l'État. Mais pourquoi en est-on arrivé là, pour ne pas dire en est-il arrivé là? Ses soutiens dénoncent un règlement de compte politique, mais pour ses adversaires, c'est un monsieur pressé qui voulait juste profiter de son poste pour faire de la politique masquée. Mais peut-être pendant qu'il ne fait plus la une, Sonko se prépare à rebondir. Il promet même que ce sera très bientôt. Alors, quelle lecture faire de la forte actualité politique en 2016 et quelle perspective pour 2017? Membre du Bracan pour la chronique du jour. Une phrase résume l'année 2016 qui se meurt. Au début était le mandat du président Macky Sall, à la fin sa visite d'État en France. Quant à l'année 2017 qui arrive, elle aurait pu être une année doublement électorale, une présidentielle en février et des législatives en juillet. C'était sans compter, en février 2016, avec l'avis du Conseil constitutionnel. Et le président Macky Sall qui s'était engagé à réduire son mandat à 5 ans d'y renoncer. L'avis que les 5 sages ont voulu de décision, le liait-il ou ne le liait-il pas? Oui pour certains, non pour d'autres. Et le chef de l'État de se délier de sa promesse. Ici, on cria au wahwahet, là, on salua un président respectueux de la Constitution et de l'institution judiciaire. Se tint, le 20 mars, le référendum sur les réformes constitutionnelles à l'exclusion de la réduction du mandat en cours. Un référendum marqué par une très grande division de la classe politique et de la société sénégalaise. Le oui l'emporta sur le non, mais c'est surtout l'abstention qui triompha. Conséquence sans appel, le président Macky Sall ne remettra en jeu son fauteuil qu'en 2019 et en 2017, il n'y aura que des élections législatives. C'est pour dire que l'année naissante sera politiquement très animée avec une curiosité de taille. Les indépendants autorisés pour la première fois à participer à des élections législatives feront-ils bonne ou pâle figure? On le saura au soir du 2 juillet. En attendant,
Chez les politiques du pouvoir comme de l'opposition, les actes qui seront posés dans les prochains jours, semaines et mois auront une forte coloration électorale, voire électoraliste. L'occasion du message du 31 décembre faisant le larron, le président Macky Sall, qui n'a nullement envie d'une cohabitation, aura peut-être à cœur d'apparaître à l'écran dans les habits du Père Noël. Entre ses mains, peut-être une baisse du prix de l'électricité comme cadeau de Nouvel An. Une forte probabilité quand on sait que le chef de l'État, chef de la majorité Benno Bokk Yakaar, a déjà fait entrevoir une possible baisse du prix aux consommateurs consécutivement, et ce depuis très longtemps, à la baisse du coût de production de l'électricité. On ne peut pas être à l'ère du mix énergétique, mais surtout à l'ère de la révolution du solaire, comme affiché sur de gros panneaux publicitaires, et continuer à payer des factures tellement chères qu'elles nous brûlent les doigts. Logique, non? Demain, on sera sur notre 31 électrique. Quant à l'opposition Manko Wattu Sénégal, qui veut imposer la cohabitation, elle n'entend nullement, en 2017, faciliter la tâche au président de la République. Sur le dossier brûlant de l'énergie, Manko a déjà annoncé la couleur en acculant à nouveau le chef de l'État sur les contrats pétroliers et gaziers qui puent, selon les opposants, la non-transparence. 2017 ne sera pas qu'électoral au Sénégal. C'est une année qui s'annonce avec de gros risques de guerre en Gambie voisine. L'engagement des Djambars au sein d'une force militaire de la CEDEAO est aussi probable que le refus définitif du président sortant Yaya Jammeh de céder le fauteuil au président élu Adama Barrow. Une guerre pour déloger le natif de Kanilaï avec ses conséquences militaires, politiques, sociales et économiques. Des conséquences dont la sensibilité, dans l'hypothèse où l'option militaire serait inévitable, commande à la CEDEAO une guerre chirurgicale, une guerre éclair, une blitzkrieg pour contraindre Jammeh serait le scénario idéal, à défaut de pouvoir lui faire entendre raison par la voie pacifique. Les sympathies à peine voilées affichées à l'endroit du président battu Jammeh par les présidents Aziz de la Mauritanie et Condé de la Guinée voisine, ajoutées à la colère d'Israël contre notre pays, Israël et sa capacité de nuisance quand ses intérêts vitaux sont en jeu, sont la preuve que la vigilance s'impose au Sénégal. Attention à ne pas allumer plusieurs feux à la fois. Trop d'enjeux géopolitiques se font jour pour notre pays. Au président Macky Sall, garant de l'intégrité territoriale, d'œuvrer pour un consensus fort avec l'opposition sur la question gambienne. Face à l'enjeu national, l'enjeu électoral s'efface pour que 2017 ne soit pas une année de larmes devant le bruit des armes. C'était Mamoudou Ibra Kane. L'invité à présent, Maurice Soudek-Dione, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il analyse avec Georges Déthié-Diop les actualités politiques qui ont marqué cette année finissante. Entretien. Bonjour Maurice Soudek-Dione. Bonjour Georges Déthié. En 2016, l'opposition a été très présente sur le terrain, surtout médiatique. Est-ce à dire que cette année, il s'agissait de la première véritable manifestation d'une opposition à Macky Sall? On peut dire que c'est le dénouement d'un rapport de force parce qu'il y avait, vous le savez, une interdiction quasi systématique de manifester et ce qui est inacceptable, inadmissible dans une démocratie, dans un état de droit, puisque la Constitution exige que les libertés individuelles et collectives soient respectées dans le cadre de l'état de droit. Et donc, l'opposition a su renégocier un rapport de force à partir de la marche du 14 octobre pour lui permettre de se redéployer et de se positionner judicieusement par rapport au rapport de force avec le pouvoir. Opposition et pouvoir semblent jouer au chat et à la souris. À qui profite ce jeu? Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui l'opposition et le pouvoir ne peuvent pas et même ne doivent pas s'entendre sur tout parce que la démocratie
démocratie, c'est une confrontation d'idées, de valeurs et d'intérêts. Mais pour que cette confrontation puisse être canalisée pacifiquement, institutionnellement, il faut que l'on puisse s'entendre sur des fondamentaux. Il faut un accord sur les désaccords, il faut un consensus sur les dissensus, c'est-à-dire sur les règles essentielles liées à une compétition électorale transparente, loyale. Et ensuite, qu'il y ait une confrontation au niveau des programmes, des idées, des projets de société. Une apparition de nouveaux leaders politiques de l'opposition, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, entre autres, une nouvelle opposition pour certains qui brise les codes. Est-ce que cette nouvelle vague ne prend pas le dessus sur ceux-là qui étaient beaucoup plus visibles? C'est vrai que c'est en réalité une manière pour eux d'entrer dans le jeu. Entrer dans le jeu, c'est certainement s'inscrire en porte-à-faux, s'inscrire dans un rapport de rupture avec ce qui se faisait et se disait jusque-là, une volonté de convertir la légitimité technocratique en une légitimité politique. Mais comme vous le savez, pour cela, il faut le passage, le test au suffrage universel. Et c'est là où on les attend, puisque finalement, la démocratie, c'est le fait de rassembler le maximum de voix de façon à constituer une majorité pour pouvoir décider sur les orientations qui gouvernent la société. Alors, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, on les a beaucoup entendus sur les contrats pétroliers et gaziers. Alors, 2016, cette année finissante, a été marquée par une atmosphère politique polluée par le pétrole. À quel camp profite cette situation? Je crois que cette situation devrait profiter au Sénégal. Je crois qu'il y a des enseignements qu'il faut tirer. Le premier enseignement, c'est que la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et que celles-ci doivent être gérées de façon transparente, de manière à susciter une croissance économique, un bien-être de la population et dans le respect des considérations d'ordre écologique. Autre enseignement à tirer, c'est qu'il faut éloigner la famille de la gestion de l'État. Il faut également une plus grande rigueur dans l'application de la loi et également un caractère plus inclusif du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz mis en place par le président de la République aurait été souhaitable en incluant l'opposition, en incluant des membres de la société civile et d'autres pour donner plus de légitimité, plus de crédibilité, plus d'assises populaires et donc plus de transparence et finalement éviter les polémiques stériles et inutiles qui polluent l'atmosphère. Alors Maurice Soudiak-Dione, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure du référendum constitutionnel marqué par le maintien du mandat en cours du président de la République. Ce maintien de son mandat à 7 ans, cela sert ou dessert le chef de l'État? Je pense que cela peut desservir le chef de l'État dans la mesure où la rétraction du président par rapport à la réduction de son mandat en externalisant juridiquement le coût politique, en mettant en avant l'idée que l'avis du Conseil constitutionnel est une décision et cela est de nature à saper l'autorité du chef de l'État et discrédite la parole politique et fragilise les institutions judiciaires. Donc cela n'est pas souhaitable. Et il faut dire également que l'organisation de la présidentielle en 2017 aurait eu l'avantage de rationaliser le système politique sénégalais qui repose sur une régulation fondamentale articulée autour de l'institution présidentielle. Donc, organiser la présidentielle d'abord et ensuite les législatives aurait permis certainement d'éviter le spectre de la cohabitation et je ne pense pas que les élites politiques sénégalaises aient suffisamment de culture démocratique pour éventuellement surmonter sans heurts une telle situation qui se présenterait. Forte actualité politique en 2016, loin de faire de vous un devin, quelle prospective pour 2017? Pour 2017, je pense qu'on est, en tout cas, on est dans une situation d'apaisement du climat politique et je pense qu'il faudrait persévérer dans cette lancée pour stabiliser le jeu, rendre effectif l'exercice des libertés et que le vrai problème, les vraies confrontations puissent se faire à travers un débat idéal, un débat programmatique pour le bénéfice exclusif des Sénégalais. Meilleurs vœux? Meilleurs vœux, de bonnes et heureuses années à tous nos compatriotes. Merci Maurice Soudiak-Dione. Merci infiniment Georges. Merci messieurs, fini cette rétrospective. Merci au desk politique sous la houlette de Georges Déthié Diop. 13h, Sokhna Ngoné Ngom.